Ok. Attends. Putain. Je fais des claps de merde. Trop de karaté, tu le karaté. Qui es-tu? C'est ça la plus simple. En une Excellent. phrase. En une phrase. Un petit résumé, oui. Là, t'as deux choses. Je me définirais à travers deux prismes. D'abord, d'un point de vue personnel, qui je suis un mari, père de famille. Ça, c'est ma première définition de qui je suis. Un homme, père de famille et mari. Ça, c'est très important. Et la deuxième, d'un point de vue purement mission, qui je suis, c'est, je pense que je suis un décapsuleur de potentiel. Et il y a cette chose que j'aime beaucoup, c'est de considérer que il y a une étincelle divine dans chaque être humain et que mon job, c'est de la révéler. Donc, de par ton métier de coach, c'est ça? De par mon métier ou de par mes interactions, ouais. Et aujourd'hui, alors, quelle est ta profession? Bah, j'en ai plusieurs, en fait, en vrai. D'abord, j'ai une profession qui consiste d'être un dirigeant d'entreprise, puisque je suis quand même à la tête d'une entreprise Avant d'être coach? Bah, en fait, de toute façon, tu peux pas être coach si t'as pas d'entreprise. Donc, on va considérer que c'est quand même une mission qui est essentielle. Maintenant, je pense que mon premier métier, c'est d'être formateur. C'est d'être formateur de coach professionnel, déjà. C'est mon premier métier. Ensuite, j'ai des missions de coaching aussi, que j'ai vis-à-vis de personnes qui sont des professionnels. Récemment, je suis aussi retourné dans l'univers du monde du sport de haut niveau, ce qui me plaît beaucoup. Et voilà. Donc je suis plus un accompagnant formateur, on va dire 50-50 quoi. Je suis et coach et un formateur. Et j'aime cette notion de formater en fait, en vrai. Voilà. D'accord. Donc tu es encore parce qu'à une époque, je me rappelle sur YouTube, tu disais que tu prenais plus de clients personnels, mais tu exerces encore du coup. Ouais, c'est ça. En fait, je peux plus en prendre, mais j'ai des clients qui sont des clients historiques que je garde parce que c'est des clients avec lesquels d'abord je fonctionne depuis des années. On a un rapport qui est un rapport de confiance et que j'aime aussi les missions que j'ai avec eux. Donc non, il y a des coachings qui durent. Enfin, c'est pas une durée limitée. Il y a des coachings qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Bah en fait, quand tu vas travailler avec des entreprises et que tu fais du coaching qui va être du coaching stratégique, ça peut durer plusieurs années. Parce qu'en fait, il faut avoir une cohérence entre la vision qu'on a établie, par exemple, là, il y a 5 ans, 10 ans, et la capacité à la mettre en œuvre. C'est ce que j'ai comme mission avec 4 entreprises qui sont des entreprises importantes et qui me prennent pas mal de temps. Et puis après, j'ai des clients qui sont des clients historiques que j'ai coachés pendant un long moment et qui, lorsqu'ils ont besoin de moi, j'ai leur confiance et j'ai l'historique. Donc c'est plus facile pour moi de les accompagner. Donc à bout d'un certain temps, quand la relation est trop longue, je l'arrête pour pas qu'il y ait une histoire de dépendance. Mais tu peux faire aussi évoluer tes coachings, c'est-à-dire que tu peux très bien au départ à rentrer sous le prisme d'une demande très personnelle ou d'une problématique, et puis ensuite la demande elle peut aller plus loin sur l'organisationnel, sur la structure. Ça va dépendre de tes compétences, comment tu peux les faire évoluer. Ah ouais, ça c'est les prochaines questions. J'ai dit ça. D'autres questions sur comment on coach et dans quel domaine surtout. C'est voilà. Alors. Une autre question, deuxième question, du coup, y a-t-il une douleur ou une blessure du passé qui t'a guidé vers le métier de coach? Ou du moins de l'univers psy? Indéniablement. Moi, j'ai dû quitter ma famille, me séparer d'elle, j'avais 12 ans. Involontairement, je suppose. Enfin, non, oui, c'était involontaire. J'ai vécu quelque chose qui était assez compliqué pour un enfant. Tu veux que j'en parle? C'est ça que tu veux? Oui, vas-y. Hein. Non, bon, ok, vas-y, on a dit que c'était une interview vérité, je t'ai donné la liberté. Voilà. Ouais, okay. Et je précise aussi, tu es au courant d'aucune question. Non, c'est ça, c'est pour ça que... C'est le but. C'est ça. Tu ne sais absolument pas à quelle sauce tu vas te manger. Non, je sais pas. Et c'est très bien comme ça. Puisque c'est une interview vérité. À l'âge de 12 ans, écoute, j'étais un élève avec des capacités. Le seul problème, c'est que j'étais ce qu'on appellerait aujourd'hui un hyperactif. Un peu trop. TDAH, c'est ça? Alors, moi, je me définis pas comme tel, mais en tout cas, j'étais hyperactif, ça c'est certain. Et je pense, peut-être pas super cadré à l'époque.
Donc du coup, j'ai fait des bêtises et je me suis fait renvoyer de 2 écoles. Renverser aussi quelque part, tu vas comprendre. Et un jour, mon père, qui était un petit peu désespéré, a décidé de me mettre dans une école jésuite. Et dans cette école, j'y suis arrivé en plein milieu de l'année. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose, c'est que moi, j'ai 12 ans et je suis un gamin de la rue, en fait. Je passe tout mon temps à l'époque, on n'avait pas les consoles de jeux, on n'avait pas tout ça. Et tu traînais avec les copains. On traînait, on faisait du basket en bas de la rue pendant des heures, ou du vélo. Disparu aujourd'hui, totalement. Absolument. Disparu. Et c'était génial, mais on était des gamins de la rue. Et quand t'es un gamin de la rue, t'es un petit peu alerte de ce qui se passe dans le monde, un petit peu de la vie, tu vois. T'es connecté au réel, quoi. Ben oui, parce que les grands frères, ils te racontent leurs ébats, parfois leur sexualité. Donc nous, on était jeunes, on avait des idées de ça, tu vois. Et mon père m'a inscrit dans un pensionnat, pensant que ça allait me mater. Je suis arrivé en milieu de l'année, et dans ce pensionnat, le premier jour où j'arrive, le soir, j'installe mes affaires. J'étais très bien accueilli par les garçons de l'époque. On était donc, t'imagines, un pensionnat avec tous habillés pareil, machin truc. C'était vraiment Donc c'est un pensionnat jésuite, hein. C'est ouais, religieux. c'est un pensionnat religieux. Ouais, c'est encore un cran au-dessus, quoi. Ouais. Et le soir, je dis où sont les toilettes? Je voudrais aller aux toilettes. Et là, le gars me dit ah non, mais le mardi soir et le jeudi soir, on fait pipi dans les lavabos. Alors pour t'expliquer, on avait un dortoir, à gauche du dortoir les lavabos, à droite une espèce de couloir, un corridor, et au bout du couloir des toilettes. Et là il me dit non, le mardi et le jeudi, on fait pipi dans les lavabos. Je dis non, c'est dégueulasse, on fait pas ça. Il me dit non, si je peux pas t'expliquer, mais bon, je te la fais courte, il y avait un frère sur place, et je précise, un seul, ok, qui touchait les enfants. Voilà. Okay. Et en fait, il va s'avérer que je me rappellerai toute ma vie, c'était un vendredi matin. Et un vendredi matin, ce même frère donne un cours sur l'amour de Dieu. Et je vais lever la main, lui poser une question simple, c'est où est-ce qu'il est écrit quelque part dans la Bible que les adultes ont le droit de toucher les enfants? Parce que je voyais quand même des enfants pleurer la nuit. Enfin, c'était. Ah oui, donc c'était vraiment, c'était quotidien Non, mais c'était un drame. C'était un drame, et il y avait plusieurs enfants qui en souffraient, plusieurs. Et là, il me regarde et d'un ton très froid, il me dit, eh ben, on va en parler à la fin du cours dans mon bureau. Quand il dit ça, Baptiste, le regard des jeunes qui me regardent, il est rempli d'effroi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vas passer un quart d'heure, quoi. Ouais, c'est ça, c'était à peu près ça. Là, je rentre dans son bureau, donc je rentre dans son bureau. Il lock la porte, et je le vois dans le retour d'un cadre de photos qu'il est en train de se déshabiller. Et là... Et tu as 12 ans, hein? Ouais, j'ai 12 ans et demi à peu près. Donc 6e, et là, c'est la case de 6e, c'est ça? Exactement. Et là, je suis pétri de peur. Et j'ai vu un ouvre-lettre sur le bureau, et je l'ai attaqué avec l'ouvre-lettre. D'accord. Oui, effectivement, tu l'as jamais dit. D'accord. Non. Moi, je savais pas. C'est pas quelque chose dont tu te vantes, tu vois, d'avoir attaqué un frère avec un ouvre-lettre. Mais, bref, je lui blesse la main, parce qu'il se protège. Là, sa main saigne beaucoup. Il en fout partout. Et là, moi, j'hurle que je vais le tuer, en fait. Ah, donc t'es parti dans un élan de rage, en fait. Non, mais, la peur a pris il y a plus une question de peur, là. Mais j'allais me faire violer. Enfin, viens, on dit les mots, quoi. Le mec, il s'était pas déshabillé pour rien, quoi. Et donc, là, il a pris peur, il a ouvert la porte, il s'est barré. Moi, j'ai vu la fenêtre. On était, un étage et demi, tu vois, c'était j'étais au premier étage, mais c'était des grandes, tu vois, les grandes bâtisses. J'ai sauté dans un buisson et je me suis fait la malle. Et ce pensionnat était dans une très grande forêt domaniale. Et là, je me perds. Mais on est au mois de novembre, frère. et je suis parti très très loin. Et j'ai commencé à crever de froid. Et la nuit est commencé à tomber. Donc je suis resté plusieurs heures là-bas, puisque ça s'était passé le matin. Et à un moment donné, je vois des lampes de poche au loin et j'entends la voix de copains. Donc je me dis, bon, si c'est mes copains, je réponds et voilà.
Et quand j'ai répondu, ils m'ont retrouvé, ils m'ont amené à la maison, j'étais en loc, j'étais transit froid. Et je me rappellerai de ce froid toute ma vie. Mais vraiment, parce que c'était un froid humide, tu sais, qui te pénètre dans les os, là. Les froids de forêt. Exactement. Et là, il y a un des types qui me dit, écoute, il y a la police qui est là. Le frère, il est revenu de l'hôpital. Il y a la police, il y a le directeur, et il y a ton père qui arrive. On est d'accord que avant, il n'y a jamais eu de enfin, il faisait ce qu'il voulait, personne l'a embêté, ce frère, ce père. Baptiste, personne ne l'a jamais embêté. Parce que tu vas voir l'histoire. Parce que, en fait, quand mon père, moi, quand il me dit ça, moi, mon père, il arrive, je suis l'homme le plus heureux du monde, tu vois, je me sens sécure. Sauvé. Ouais. Bon, maintenant, viens, on va remettre les choses dans le contexte. J'étais un petit jeune qui faisait des conneries, j'avais un passif. Quand mon père est arrivé, qui m'a dit, qu'est-ce que t'as encore fait? Ah ouais, on va pas te croire. Non, mais c'est pas qu'il m'a pas cru, c'est qu'il m'a mis une gifle. Il m'a mis une gifle. Et là, moi, je suis choqué. Je vais te dire un truc. Je pense que dans cette expérience, à cette époque-là, ce qui m'a le plus choqué, c'était ça. Tu vois. Et ton propre père qui est censé te défendre, enfin, il y a même pas de doute normalement venant d'un enfant. Non, mais je me sens, il était là, j'étais soulagé. Mais là, de voir que il m'abandonnait, et tu vas comprendre un peu le syndrome de l'abandon derrière, tu vois. Mmh. Et du coup, quand on est passé de l'autre côté devant le directeur de cet établissement, et qui m'a dit, j'ai eu la version de monsieur Untel, donne-moi la tienne. J'avais tellement les boules. Vous savez l'expression d'avoir les boules? Moi, je sais ce que c'est. C'est-à-dire l'expression d'avoir les boules, c'est que ta gorge, elle est tellement serrée que tu peux pas sortir un seul mot. Un seul mot. Et comme j'étais incapable de parler, cet homme a dit qu'il ne dit mot consent. Il a raconté une version qui était éhontée. Il a rien fait. Ouais. Il a rien fait. Et là, ils m'ont renvoyé pour 3 mois. Et ils me disent, seulement peut-être, on le reprendra en septembre, après conseil de discipline, tout ça. Et mon père dans la voiture m'a dit, écoute, ça me coûtera ce que ça me coûtera, parce que ça me coûte très cher. Mais t'y retourneras. Et le lendemain, j'en ai parlé au père de mon meilleur ami, qui était asiatique, et lui, il allait avoir des responsabilités très importantes dans le 13e à Paris. C'était où ça, le pensionnat? Alors, le pensionnat, il était en Normandie, plus dans l'Eure. Je veux pas donner le nom parce que je veux pas leur faire une mauvaise pub, et parce qu'il existe toujours. Ah, il existe toujours. Ouais, bon, le père, il est plus en question n'est plus là. Ah, il est mort d'un cancer et je m'en suis assuré. C'est méchant de se dire ça, mais voilà. Et quoi te dire? Et là, en fait, le père de mon meilleur ami allait avoir des très grosses responsabilités dans le 13e à Paris. Et il m'a dit, David, si tu retournes dans cet endroit, il va se passer un drame. Ou pour toi ou pour lui, mais il va se passer un drame. Et donc, il est allé voir mon père en lui demandant s'il acceptait que je vienne avec eux à Paris, que je les verrais une fois tous les week-ends, tous les 2 week-ends, et qu'il se chargerait d'une partie de mon éducation. Et voilà comment je me suis retrouvé. Et ton père a dit oui? À mon père, je pense qu'il a été soulagé quand on lui propose une solution de sortie. Alors c'est le papa asiatique qui t'a sauvé littéralement. Non, mais il m'a sauvé. Ou lui peut-être, ou le père qui t'a sauvé, le père qui a failli faire cet acte, quoi. C'est l'un sur l'autre, comme tu disais. Écoute, quoi qu'il arrive, le père de mon meilleur ami était un homme exceptionnel, qui a vraiment a été une très belle figure d'autorité pour moi, qui m'a donné un exemple de ce qu'on peut être en tant qu'homme et en tant que père. Et en termes de générosité d'accueil. Il t'a éduqué, on peut dire, il t'a élevé? Non, je vais pas dire ça, parce qu'en fait, tu sais, quand tu grandis avec des Asiatiques, ils t'intègrent pas. Ouais, bien sûr, oui, non, mais c'est vrai. Non, soyons clairs. C'est-à-dire qu'ils s'assuraient de parler français, que je comprenne pas toujours quand ils parlaient. Mais tu serais jamais partie de la famille? Pas totalement. J'ai été considéré, franchement, comme un fils. Il m'a traité avec les mêmes déférences que son enfant. On avait les mêmes traitements, il me faisait les mêmes leçons. Mais t'es jamais totalement intégré. Alors, c'est peut-être globalement vrai, spécifiquement faux ce que je dis, mais c'est le propre aussi de la culture asiatique, tu vois. Et lui, il était thaïlandais, la mère était japonaise. Donc c'est encore plus 2 cultures complètement différentes. Et donc voilà pourquoi j'ai quitté ma famille à 12 ans. Et à ce moment-là, pour répondre vraiment à ta question, à ce moment-là, je vais développer une espèce d'idée qui m'a beaucoup aidé, mais qui a été aussi à la base d'une grande douleur, c'est tu ne peux compter que sur toi-même. Voilà. Ouais, t'es seul face aux autres. Ouais.
Donc, si tu veux réussir, démerde-toi tout seul, quoi. C'est quelque chose qu'on comprend, ça, tôt ou tard dans notre vie, c'est qu'on est seul avec nous-mêmes et même, je vais pas aller plus loin, quand tu meurs, t'es tout seul dans ta tombe. Ouais. Ouais. En fait, je partage pas exactement cette idée. Moi, je pense que, on ne peut pas grandir seul parce que, l'être humain est, par nature un être social et socialisé, tu vois. Mais je pense qu'il faut comprendre que face aux épreuves, tu portes la responsabilité seul de ce qui t'arrive et de ce que tu dois faire. Et ça, ce sont des choses qui sont très différentes aussi, tu vois. De toute façon, l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme ou la femme, il a besoin d'être en couple. C'est un besoin primaire, je dirais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est sain. Et tu sais, quand certains philosophes disent l'enfer, c'est les autres, mais pas du tout. Pas du tout. Les autres, c'est pas l'enfer. Alors, il y en a qui sont. Alors ça peut l'être, mais ouais, oui, on l'a compris, mais la plupart du temps, les autres, ils sont là pour te révéler à toi-même et t'aider à grandir oui, et parce voilà. que même une mauvaise expérience peut découler quelque chose de positif. Tu sais, cette expérience, bon, et quand t'as 12 ans que tu vis ce genre de choses, c'est pas pom-pom-pédop. Moi, j'étais séparé de ma famille, j'ai un frère jumeau, donc tu sais ce que c'est que la séparation entre frères jumeaux. Alors même si c'est pas un vrai jumeau, bon, c'était mon frère jumeau quand même, donc c'était vraiment dur. J'ai pleuré pendant des semaines avant d'intégrer l'idée que, il fallait que j'accepte cette réalité. Ah, donc il y a eu une double peine en réalité. Bah oui. Non, puis il y en avait même une triple, c'est que j'étais incapable pendant 10 ans de parler à mon père. Ah oui, d'accord. 10 ans de silence avec le papa, quoi. Ah ouais. Et c'est pas que... Tu lui en voulais? Bien sûr que je lui en voulais. Bien sûr que je lui en voulais. Je me suis dit, mais si toi tu me protèges pas, qui va le faire? Oui, t'as perdu tout espoir. Ouais, bah oui, c'est ça. T'as perdu la figure protectrice ultime qui est le papa. Bien sûr. Et du coup, après, il s'est passé ce qui se passe dans la plupart des familles qui peuvent être un peu dysfonctionnelles comme ça. C'est-à-dire que je suis devenu violent. Je me bagarrais à l'école jusqu'au jour où le père de mon meilleur ami m'a dit, écoute, il y a un super club de karaté à côté, je t'inscris. Ah, si ça a commencé comme ça. Ouais. Si tu dois taper sur quelqu'un, il faut que tu tapes sur quelqu'un, mais dans un cadre légalisé. Et en plus, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, tu sais, ici, je t'ai accueilli comme un fils, donc les gens te perçoivent comme un de mes enfants. Donc quand tu te comportes mal, c'est moi que tu déshonores. Et là, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai pris la responsabilité d'eux et je sais pas quoi faire. J'ai un truc comme ça. Il m'a dit, je comprends, mais je comprends. Bah alors viens, on canalise. Et un monsieur qui est à côté, qui est très bien. Je vais lui expliquer ton problème et il va te prendre en charge. Et c'est comme ça que j'ai tapé sur des gens légalement. Donc, à quel âge t'as commencé le karaté? J'avais un petit peu commencé avant, mais là, il avait mis le booster. J'ai commencé à 12 ans. Après, il avait fallu que j'arrête quand je suis allé dans ce pensionnat. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il m'a dit, t'as fait du karaté, t'aimais bien, continue, il y a un super club à côté. Donc, on va dire, aller entre 12 ans et demi et 13 ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu en fais toujours. Ah non, et aujourd'hui, je pratique beaucoup même. Je pratique, je m'entraîne 5 jours par semaine. De karaté, donc pas forcément que du sport, c'est 5 jours par semaine. Que du karaté. Après, après, alors là, c'est un peu spécial parce que je me suis fixé un délire un peu fou de revenir à la compétition et. Ah, tu vas remonter sur le tatami? Ouais, mais alors, je peux pas monter en combat parce que pour des raisons purement spécifiques, c'est que les compétitions de combat se font le samedi. Et que moi le samedi je fais Shabbat, voilà. Donc le samedi moi c'est attribué à Dieu. Donc il restait les compétitions le dimanche qui sont essentiellement des compétitions techniques, mais j'adore la technique aussi, les katas, tout ça, je trouve ça fabuleux. Ça me plaît beaucoup, donc en fait ce que tu faisais, donc ce que le papa asiatique en question qui t'a inscrit dans ce club aujourd'hui, grâce à lui, t'en fais toujours encore, quoi. Enfin, encore toujours t'es toujours sur l'apprentissage du karaté, t'as pas lâché, quoi. Alors, moi, je t'ai toujours connu, je crois, ça fait depuis 10 ans qu'on se connaît, t'as toujours fait du karaté, il me semble. Alors, j'ai toujours fait du karaté. Après, je faisais aussi d'autres choses que j'aimais bien découvrir. J'aime bien être débutant.
Tu vois, donc en karaté, c'est pas que je suis débutant, même si je me considère pas comme un maître dans la matière, hein, pas du tout, et que j'apprends tous les jours, et j'aime apprendre en fait. Ça, c'est mon. J'aime apprendre, j'aime me corriger, j'aime me challenger. Mais j'ai testé plein d'autres arts martiaux pour plaisir, tu vois, d'apprendre et d'être un débutant. J'ai fait du Krav Maga, du kick, de la boxe. J'aime ça, j'aime ça. Mais par contre, le karaté, c'est dans mon ADN. J'aime la philosophie, j'aime l'esprit, j'aime les personnes qui fréquentent les clubs de karaté. Ouais, l'ambiance dans les clubs. Oui, c'est vraiment. Ouais. C'est pas que, les gens en général ne savent pas trop, mais dans le karaté, dans le sport de combat, ce n'est pas uniquement que mettre des coups, c'est toute le mental et la philosophie qu'il y a derrière qui est tout aussi important. Bien sûr. Même plus peut-être même d'ailleurs. Le karaté, comme tous les arts martiaux, je pense qu'il y a des arts martiaux qui nous correspondent d'un point de vue philosophique ou physique, mais tous les arts martiaux sont là pour te révéler, te confronter à toi-même, tu vois. Parce que tout de suite, tu peux pas être dans l'ego quand tu fais du karaté, en fait, en vrai. Si tu le fais comme un puriste, il faut que tu acceptes d'apprendre, d'être un débutant, de comprendre, de faire des erreurs, de corriger, de te développer. La vulnérabilité, c'est ce concept-là. Ouais. Oui. Et puis j'aime la philosophie. J'aime cette philosophie martiale qui nous vient du Japon. Je suis allé plein de fois au Japon, on peut dire plein, parce que je suis allé pas mal de fois. J'ai vécu presque 1 an là-bas. Donc je connais bien le Japon, les Japonais, les maîtres japonais, et j'aime cette philosophie. En tout cas, elle m'a nourri, et à l'époque, ça m'a vraiment permis de canaliser le gamin que j'étais pour que je tourne pas mal en fait. Donc je dois beaucoup à ce sport, et j'essaye de lui rendre chaque fois que je peux. D'accord. Donc voilà. bon, on comprend mieux maintenant. Moi, je ne savais pas cette histoire. Je pense que vraiment pas beaucoup de monde doit être au courant, parce que pourtant, ouais. Donc voilà, donc c'est ça. Mais moi, c'est pas, pour moi, c'est pas une douleur ou une blessure, c'est plus un trauma pour moi. Je mettrais plutôt ça, tu vois, dans une case traumatisme, parce que, ce que t'as vécu, je pense que peu de gens ont vécu, hein, et encore moins un gamin de 12 ans. Tu vois, être confronté comme ça à une situation pareille. Mais en fait, moi, je l'ai mis dans la case douleur parce que j'en ai vraiment souffert. Et j'ai souffert de me retrouver seul, tu vois ce que je veux dire, d'avoir ce sentiment. Pourtant, j'étais accueilli dans une famille exceptionnelle, ils étaient vraiment la perfection incarnée dans la générosité, je faisais partie de la famille. Alors après, culturellement parlant, une fois encore, je reviens sur la notion d'intégration, c'est quelque chose de particulier. Mais par contre, j'ai eu le sentiment d'être aimé, tu vois ce que je veux dire. Mais je me sentais seul. J'étais seul. Tu vois, ma mère était une femme profondément aimante. Bon, quand t'as 12 ans, t'es séparé de ta maman. Ouais, c'est tout quand même. Tu en souffres. Donc c'était une vraie douleur. Voilà. Baptiste, j'aimerais aussi faire une petite précision qui est importante par rapport à cette histoire. C'est que il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui peuvent peut-être parfois ressentir un peu d'animosité, mais je veux juste te dire que dans cette école, il y avait qu'une seule personne qui était déviante, et que les autres frères, c'était des hommes exceptionnels, vraiment. Et ça a été ma chance, parce que finalement, j'ai toujours profondément cru en Dieu. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qui pourrait dégoûter, mais j'ai vu que en parallèle, en fait, vraiment, j'ai compris que ce type était un taré, en fait. Mais que ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit homme d'église à ce moment-là, et je veux pas qu'on fasse cet amalgame. Non, surtout pas. Mais je préfère le préciser. Parce que dans cette école, les autres frères ont été des gens remarquables, faisaient leur travail avec beaucoup d'amour et de sensibilité, et je retiens aussi beaucoup de choses ultra positives de ce qu'ils m'ont enseigné. Et je tiens à le préciser parce que je veux pas qu'on tienne rigueur, ou qu'on puisse faire quelconque débordement sur la religion en règle générale. Non, c'est bien de le préciser, non, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui les gens, j'espère, ils ont quand même
cette intelligence de faire la part des choses. Et encore une fois, on entend parler que de la minorité, quoi. Malheureusement, on oublie tout le travail qu'un prêtre ou des frères peuvent faire au quotidien pour aider, pour sauver, pour soulager l'âme, et que c'est important que ce sont des grandes communautés. Il faut comprendre une chose, c'est que ce sont des très grandes communautés. Quand il y a des très grandes communautés, la part de pourcentage déviant reste la même, qu'elle soit religieuse ou pas. Donc, tu ne peux pas te dire parce ce sont des hommes religieux, ils vont être exclus de certaines déviances. Non. Donc, mais t'as raison, il faut rappeler que la majorité sont des gens exceptionnels, présents et aimants au quotidien et qui dévouent leur vie à leur dimension divine. À Dieu, voilà, c'est ça. À Dieu. Ouais, c'est super important. Alors, je voulais juste préciser ça parce que c'est important pour moi. Bon, on va passer aux autres questions. Ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc eh ben écoute, on va taper dedans directement, hein. Je te propose c'est en rapport avec le métier de coach toujours. Alors, est-ce que selon toi, sincèrement, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas coachables? Bien sûr. Non, mais bien sûr, ils sont pas coachables parce qu'ils ont pas envie d'être coachés et ils ont pas obligatoirement envie de changer. Ah, quand tu fais une démarche de coaching, t'as un besoin. Est-ce qu'ils sont coachables dans l'absolu? La réponse est oui. Mais tant qu'ils ne le désirent pas profondément, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas ramer, ça va résister, t'auras pas de résultat. En ils général, vont t'épuiser. une personne qui vient vers toi pour un coaching ou un autre coach, peu importe, c'est qu'il y a quand même cette démarche qui est enclenchée. Oui. Alors, l'une des erreurs qui peut être commise à ce moment-là, c'est une erreur de diagnostic. D'analyse, on va dire plutôt d'analyse. De la personne. Oui, d'analyse de la personne, ou parce que peut-être elle a un problème pathologique d'un point de vue purement psychologique, et que c'est pas décelé par le coach. Et c'est là où il peut y avoir des déviances et des débordements. C'est pour ça que dans mon école, la partie sur la psychologie, elle est super importante. Parce que, à force de dire que les coachs sont pas des psychologues, on les a exempts de toute forme de formation autour de la psychologie. Et c'est un défaut parce que on est dans une relation d'aide. Donc, dans une relation d'aide, il y a des choses qui vont se jouer. Projection, transfert, contre-transfert et pathologie. Et si tu es pas capable d'identifier ça, tu risques d'accompagner une personne, et d'abord tu n'as pas été formé pour, donc ça c'est une première chose. Donc tu devrais sous-traiter cette personne à un psychothérapeute. Mais si c'est le cas, la personne, compte tenu de sa pathologie, n'est pas coachable. Donc il faut prendre en compte la dimension psychologique et c'est la raison pour laquelle moi j'insiste beaucoup sur deux dimensions, la dimension psychologique et la dimension neurologique. Donc ça veut dire que les coachs que tu formes sont aptes à déceler certaines pathologies, certains patterns. Ah mais c'est obligatoire. C'est obligatoire, sinon. Le sujet doit être sain, c'est ça? Pour vraiment. Alors, je sais pas s'il doit être sain. En tout cas, il doit être exempt de grosses pathologies. Voilà. Parce que dès qu'il y a une grosse pathologie, de toute façon, ça va être un frein aux outils même du coaching. Ça veut pas dire que les thérapeutes peuvent pas utiliser les techniques de coaching. Je pense que les thérapeutes ont tout intérêt à utiliser les techniques de coaching parce qu'elles sont profondément efficaces en termes de transformation. Mais ça veut dire qu'un coach, s'il ne décèle pas ça et s'il ne le prend pas en compte, ça va lui poser vraiment, comme dirait Aimé Jacquet, des déconvenus. Et du coup, on sort d'une dimension qui est une dimension éthique. Donc, à proprement parler, à ce moment-là, la personne n'est pas coachable. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu l'envoies vers quelqu'un d'autre, après tu lui demandes de revenir? Alors, d'abord, je pense qu'il faut toujours être clair avec nos clients. Leur expliquer que, compte tenu des informations que nous avons aujourd'hui, il est recommandé de faire un travail thérapeutique. Voilà, ça c'est la première des choses. Tu as dit quelque chose là, c'était une de mes questions, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de commentaires sur YouTube à l'époque qui parlaient de ça. Là, tu as dit client. Oui. Et beaucoup de gens dans les commentaires ou en général disent mais c'est pas un client, c'est un patient. Non. Bah bien sûr, parce que en fait un patient, justement, la notion de patientèle, elle appartient au monde de la thérapie. D'ailleurs, la définition de la Fédération française de psychothérapie, c'est un thérapeute, c'est une personne qui dispense un soin à un patient dans le cadre d'une approche thérapeutique.
Ok. Donc, dès qu'on est dans une logique thérapeutique, avec une dimension qui peut être une dimension pathologique, on a des patients. Un coach va avoir des clients. C'est une prestation de service au fait d'amener la personne à régler des problèmes, passer à un niveau supérieur en termes de développement personnel, mieux s'organiser, être plus motivé. Mais on n'est pas du tout sur les sphères d'une patientèle, on est sur une sphère clientèle. Donc, les personnes qui travaillent, les coachés sont des clients. Et les personnes qui vont voir un psychothérapeute sont des patients. Voilà. Et les choses sont très bien comme ça. Voilà. Oui, c'est pas du tout le même. Et c'est pas péjoratif. Quand on dit client, alors, parce que dans la tête des personnes, on associe souvent des concepts ensemble. Donc client-vendeur. Ouais, bien sûr. Okay. C'est commercial, machin, etc. C'est commercial. Non, pas du tout. Un client, t'es consultant pour une grande entreprise, tu as des clients. Ok, t'as une prestation de service, tu vas leur apporter un certain savoir-faire, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas une dimension péjorative à avoir des clients. Okay. C'est-à-dire que c'est un peu difficile aussi de dire patient quand une personne vient te voir et te dit je voudrais m'améliorer dans tel point avec mon entreprise. À aucun moment, pour moi, c'est un patient. C'est un client. On est d'accord. Donc c'est pour ça que les coachs ont des clients, les thérapeutes ont des patients. Voilà. Et c'est une bonne distinction qui permet déjà de remettre l'église au milieu du village. C'est vital presque, parce que c'est pas du tout le même monde. Enfin, il y a des liens, mais ça a rien à voir. On va pas voir un coach comme on va voir un psychologue. C'est pas pour les mêmes raisons. Moi, je donne toujours cette métaphore qui est intéressante. La différence entre un thérapeute et un coach est la même qu'entre un garagiste et une auto-école. Si ta voiture, elle fonctionne plus, tu vas pas aller voir une auto-école ou une école de pilotage. Tu vas aller voir un garagiste, tu vas dire voilà, j'ai un problème, je ne peux plus avancer. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un diagnostic et il va réparer ce que tu as abîmé dans le passé. Ouais. D'accord? Si il y a 2 jours tu as pété le moteur, il va te dire c'est le joint de culasse, il faut le changer. Non. Ça, c'est ce que fait un garagiste, c'est ce que fait un thérapeute. D'accord? Maintenant, si ta voiture, elle fonctionne à peu près bien, mais que tu veux apprendre à conduire par route glissante ou sur la neige ou à haute vitesse, parce que tu as envie d'être plus performant, tu vas aller voir une école de pilotage et le gars, il va te donner toutes les structures d'accompagnement qui vont te permettre de gérer ton stress en cas de vitesse, de gérer ton stress si tu perds les commandes de ta voiture. Et ça, c'est ce que va faire un coach. Donc, on a 2 métiers qui sont 2 métiers différents, mais ultra complémentaires, en fait. Parce que une fois que ton thérapeute, il a réparé la voiture, la voiture, ce serait bien que tu en tires le maximum en termes de potentiel. C'est ce que va faire un coach. Donc, j'ai envie de dire que le coaching démarre où la thérapie s'arrête. Voilà. Et ça peut être bien. Admettons, je suis coach. D'accord? Okay. Ouais. Tu viens me voir. On travaille sur quoi, du coup? On peut travailler. Alors, d'abord, on va faire une distinction. Est-ce que c'est pour une démarche corporate ou est-ce que c'est une démarche qui est personnelle? Si c'est une démarche de type life coaching, on va d'abord observer tout ce qui se passe concrètement. La question te concerne. Hein. Je te pose la question à toi. Demain, tu viens me voir, tu cherches un coach. Ah, d'accord. Oui. Qu'est-ce que moi, je travaillerais? Voilà. Ah, ok. Ouais, ça change tout. Qu'est-ce que moi, je travaillerais? Écoute, je pense que je travaillerais sur peut-être 2 choses. L'organisation, pour être encore mieux organisé, mieux structuré. Travail, du coup? Ouais, ce serait plus l'équilibre vie professionnelle, vie de famille, où parfois moi je suis un travaillomane et je pourrais aisément abuser, tu vois. Donc si j'ai pas une épouse qui met les là, moi je pourrais passer mon temps à travailler. Compte tenu du fait que je considère pas mon travail comme un travail mais une passion, c'est compliqué, tu vois. Bien sûr. La limite, elle est vraiment fine. Ah, vraiment, et franchement, je la déborde plus que de raison, souvent. Tu es un grand travailleur, les gens ne savent pas forcément, mais tu bosses énormément. Tu es un acharné un petit peu. Ouais. Moi, je te connais un petit peu, oui. Ah, t'envoies. Oui, j'en vois et j'aime ça, donc ça me va, tu vois, donc heureusement d'ailleurs. Et sinon, je travaillerais peut-être plus sur la capacité à bien récupérer, tu sais, quand j'ai des périodes où j'envoie
la grosse cam en termes de travail, m'autoriser à récupérer un petit peu plus, à prendre à me reposer. Ouais, à prendre soin de toi, à faire un moment de pause. Ouais. Je pense que j'apprendrai à être un peu plus tendre avec moi-même. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne, la tendresse. Non, au moins, t'es conscient de sur quoi tu vas travailler. C'est parce que pas tout le monde l'est, hein. Je pense que, bah, je vais parler, hein, mais je parle pour moi, hein. Je pense que la première étape avant tout, c'est de reconnaître ses faiblesses. C'est déjà le plus gros du travail. Écoute, moi, je connais très bien mes faiblesses. Je sais où sont mes points faibles. Et je travaille dessus. Voilà. Ici, en expression, on est léat, ça veut dire doucement, tu vois. Je m'auto-flagelle pas. Je suis conscient des qualités qui sont les miennes. Je suis conscient des défauts qui sont les miens. Et je travaille un petit peu plus chaque jour. Tout comme je vais essayer de m'améliorer quand je fais mon sport. Moi, j'adore ce bouquin de James Clear là sur Atomic Habits. Je crois que ça a été traduit par Un rien peut tout changer en France, si ma mémoire est bonne, qui te dit que juste améliore 1% par jour, par semaine, et n'essaye pas de faire la révolution, mais juste des petites améliorations constantes. Et moi, je suis là-dedans. Donc j'essaie de m'améliorer au mieux. Petit à petit. Oui, et déjà, franchement, j'ai produit beaucoup. Quand je me compare à l'homme que j'étais il y a 10 ans, déjà, ça n'a plus rien à voir. Ouais, mais une évolution, on va dire. Ouais. Après, bien sûr. De par ton métier, t'es un peu plus peut-être au courant des autres, on va dire, ce qui est un peu normal. Bah, tu sais, faut faire attention à ce métier, hein, parce que parfois. Ah bah c'est ma prochaine question, justement. Ouais. Voilà. Sans citer de nom, parce que je précise, hein. Bon, je pense que t'en aurais pas cité de toute façon. Est-ce qu'il y a des pratiques qui t'énervent sur certains coachs? Évidemment. Ouais, tu peux en dire quelques-unes? Oui, il y en a une qui m'énerve particulièrement, c'est d'essayer de reproduire de l'Anthony Robbins. D'abord, alors Anthony Robbins, je sais pas si tout le monde le connaît, parce qu'en France, c'est pas, enfin, si, il est connu quand même, mais. Ouais, il est connu. Anthony Robbins, c'est le patron du coaching mondial, surtout aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est la figure la plus représentative et c'est un homme exceptionnel. Je dis pas. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que quand Tony Robbins il va confronter quelqu'un en formation, il y a tout un travail qui a été fait par des coachs en termes d'analyse avant et après il y a un suivi qui est fait, quoi, tu vois. Et du coup, il y a des personnes qui veulent reproduire ce côté hyper confrontant de tu vas appeler ton mec, tu vas lui dire que tu le quittes, ose faire les choses maintenant. J'ai vu des pratiques et là vraiment quand je vois ça, j'ai envie de les buter en fait. Parce que toi tu te fais plaisir sur le stage, les mecs se disent waouh, il est extraordinaire, mais la personne que tu viens de confronter derrière, il va se retrouver tout seul à gérer la merde que tu as enclenchée et toi tu seras pas là. Et après il y a aussi une notion de culture, c'est-à-dire que c'est une culture qui va bien avec les Américains. Mais je suis pas sûr qu'on soit calibré, nous, au niveau européen, à avoir cette approche-là. Parce qu'on est quand même plus centré sur nos émotions, sur l'intégration des choses et sur leur développement. Et donc ça, c'est une pratique que tu vois beaucoup de coachs mettre en place des sortes de méthodes un peu à la Robbins. Beaucoup non, mais il y en a certains. Je pense qu'ils se reconnaîtront en fait. D'accord. Voilà. Ok. Alors, tu as fait une vidéo sur les hauts potentiels il y a, je crois, 2 ou 3 ans, peut-être même un peu plus. Elle a fait plus d'1 million de vues. Elle a beaucoup marché. Mais alors, dans les commentaires, pas que dans les commentaires, hein, j'en parle avec plusieurs personnes, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un auto-diagnostic qui est fait avec avec ce système de haut potentiel, donc c'est cette étiquette de haut potentiel. Et moi personnellement, des fois j'ai un peu du mal. Et je voulais savoir ce que t'en penses. Ça veut dire quoi, t'as un peu du mal? Bah, quand on regarde un petit peu, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont au potentiel. Et à tort ou à raison, tu vois? Ouais, en fait, il y a vraiment beaucoup de personnes qui confondent hypersensibilité et haut potentiel. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis hypersensible, je suis pas au potentiel. D'accord, ah, voilà. Tu te considères hypersensible, tu es hypersensible. Ouais, moi je suis un hypersensible. J'ai les émotions à fleur de peau. Je suis un hypersensible, mais vraiment. Et ça me va parce que c'est ce qui a fait aussi
mon exaltation pour la vie. Moi, j'ai la larmichette facile. Je te regarde un film, je peux pleurer hyper facilement. Ouais, oh là là. Ouais. Et parfois, j'essaie de le cacher, mais ça se voit. Ouais. Ok. Moi, il y a une sorte de vidéo, un type de vidéo sur Internet. Tu sais, c'est souvent aux États-Unis, quand le papa retrouve la fille dans l'école et il est habillé en tenue de l'armée. Ah, t'es vrai, ouais. Tu vois, ça c'est dur. Mais bien sûr, c'est tellement beau. Et c'est intéressant parce que je partage exactement la même chose. Moi, les interactions entre les enfants, leurs parents. Bon, après, avec l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, ça semble normal, tu vois, ça me touche beaucoup et voilà. Mais indépendamment de ça, ouais, les personnes peuvent confondre hypersensibilité et haut potentiel, et on n'est pas du tout sur le même registre en fait. Donc, ouais, tu peux faire en 2 mots la différence entre les deux, que les gens puissent au moins se situer. Bah en fait, les hauts potentiels, ils ont quand même une particularité, c'est que ils ont pour beaucoup de mal à gérer justement cette hypersensibilité, et ils ont le sentiment la plupart du temps qu'ils sont seuls au monde à vivre ça, parce que en fait la plupart des hypersensibles restent connectés avec le monde, alors que les HP s'en sentent complètement déconnectés en fait. Ce qui les renvoie à une certaine forme de solitude qui les amène à une souffrance du quotidien. Et donc on a une hypersensibilité déconnectée, alors que l'hypersensible, il reste connecté. Le haut potentiel, il a une hypersensibilité déconnectée, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que personne le comprend. Voilà. Et d'ailleurs, si tu regardes les commentaires de cette vidéo, les personnes te disent « Ah, enfin, il y a quelqu'un qui explique ce que je ressens. » Exactement. C'est-à-dire que là, tu peux être sûr que la personne qui se met ce commentaire, pour le coup, elle est au potentiel. Voilà. Sans un peu exclu ouais, bien sûr. Je comprends, ouais. Bien sûr. Donc, quand il y a une personne qui va les comprendre, d'abord, il peut y avoir un attachement. Si par exemple, tu as un professeur qui comprend ton hypersensibilité et qui arrive à être dans un mode inclusif dans sa pédagogie, tu vas l'adorer, tu vas être super fan, limite comme un gourou, quoi, tu vois. Donc, mais vraiment la différence entre les deux, c'est qu'il y a un hypersensible qui reste connecté, alors que le haut potentiel, il a le sentiment qu'il est complètement déconnecté, que les gens pensent pas du tout comme lui. D'où la somme considérable de commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo en disant « Ah, enfin, il y a quelqu'un qui explique ce que je ressens. » Voilà. Et ça, il y a un côté rassurant là-dedans. Je suis pas tout seul, donc il y a un côté hyper rassurant pour les hauts potentiels. Ouais, j'ai certains commentaires qui disaient qu'ils ont pleuré, etc., parce que vraiment ils se sentaient compris, peut-être pour la première fois. Bien sûr. Et tu sais, c'est intéressant de comprendre que le cerveau humain a toujours été dans une période d'évolution. On est passé d'un cerveau avec un cortex préfrontal qui était très limité et qui s'est développé. Ok. Je pense que le prochain stade de l'évolution, il commence aujourd'hui par les personnes qui sont au potentiel. Parce que loin d'être un handicap, alors c'est comme toute force. Je sais pas si tu te rappelles de ce film Superman, où le gamin, à un moment donné, il commence à avoir tous ses sens qui sont hypertrophiés. Et en fait, comme il a ses sens hypertrophiés, il va s'enfermer dans un placard à l'école, et seule la voix de sa mère le rassure. Et en fait, pour moi, les hauts potentiels, c'est des Superman en puissance qui n'ont pas encore appris à dompter leur sens et à l'utiliser, à les canaliser. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Ah non. Ils le vivent comme quelque chose de négatif parce que d'abord, on vit dans une société qui n'a pas encore fait toutes les démarches pour les comprendre et d'accepter l'idée que on puisse être différent. Voilà. Donc, et je pense la société a un travail à faire là-dessus pour être dans un modèle plus inclusif des hauts potentiels. Mais quand un haut potentiel, il est à sa place et qu'il est utilisé à la bonne place. Oui, ça fait des machines. Mais ça cartonne. On reconnaît dans leur travail, c'est exceptionnel. Mais évidemment. Moi, j'ai rencontré une fois une personne qui était en Russie et qui m'expliquait qu'en fait,
ils travaillent pour un groupe immobilier. Et dans ce groupe immobilier, en fait, ils vont repérer des endroits de la ville. Là, en l'occurrence, c'est à Saint-Pétersbourg. Ils repèrent des endroits de la ville. Et en fait, le groupe rachète ces endroits et les loue à des grands groupes de marques de fringues ou de restauration et tout ça. Ok. Et il m'expliquait, en fait, moi, je travaille pour une entreprise, mais je suis comme un indépendant, en fait. Et en fait, alors que j'ai un collègue qui va utiliser les chiffres, les données, la data, moi, j'y vais et je ressens les choses, en fait. C'est-à-dire que je me déplace sur le terrain, je ressens, et quand je ressens, et que j'ai un bon ressenti, je fais des préconisations, à chaque fois, ça fait un carton. Et ça a fait un tel carton que sa boîte a compris qu'il fallait pas lui donner de directive, il fallait le laisser tranquille, et quand il dit, voilà, ça, cet immeuble-là, vous pouvez l'acheter, et parfois ils vont me dire, mais t'as des données? Non, j'ai un ressenti. Je lui dis, c'est génial que tu aies eu un patron qui intègre le fait que ton ressenti, il est intégré dans la dynamique. Ouais, surtout aujourd'hui, en fait, où la data aujourd'hui prime sur tout. L'humain n'existe plus aujourd'hui. Là, c'est pour ça que je lui ai dit, mais t'as raison. Je lui ai dit, t'imagines la chance que t'as d'avoir des personnes qui font confiance et et il me dit, mais j'ai toujours été comme ça depuis gamin. C'est-à-dire, mais là, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit, mais à chaque fois qu'on fait des affaires avec toi, à chaque fois que tu me trouves un business, ça cartonne. Vas-y, fais-le. Carte blanche. Et quand t'as ça dans une équipe et que tu sais le manager, ça envoie du lourd. Bien sûr. Alors, dans le même registre de l'autodiagnostic, alors là, c'est un peu les sujets controverses. Enfin, controverses non, parce que t'as déjà traité le sujet plusieurs fois. Alors, on va prendre l'image simple d'un couple qui se sépare. Voilà, un couple qui se sépare. Peu importe c'est de la faute de qui, peu importe. Voilà. J'entends personnellement, même moi dans mon entourage aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, ça me fait rire parce qu'au final. Je te vois venir. Oui, bien sûr, je sais. Oui. Les femmes, en général, c'est les femmes. Attention, les hommes aussi s'y mettent, de plus en plus. Oui. Donc on entend la fameuse phrase, oui, c'était un pervers narcissique. Maintenant, pervers narcissique manipulateur. Oui, oui, c'est sûr. Faut que l'étiquette elle soit globale. C'est ça. Alors cette étiquette-là, moi je l'entends personnellement, mais presque quotidiennement dans mon entourage, quotidiennement. Et j'aimerais aujourd'hui avec toi qu'on mette les points sur les barres sur les T. Est-ce que ce diagnostic que les femmes font, parce que peut-être qu'elles sont blessées, etc. On parle pas de ça, ce n'est pas le sujet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les hommes sont autant pervers narcissiques que ça? Non. Et puis d'abord, je vais quand même aussi défendre un peu la cause masculine. Non. Je pense que dans ces diagnostics qui sont faits de ces personnes, certainement 10 ou 20% sont vrais. Ok. Et on peut pas l'exclure. C'est quand même pas mal. Mais 80 à 90% sont juste des personnes qui ont mis fin à l'amour. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand il y a une rupture, dans une démarche psychologique pour assumer une rupture, parfois les personnes vont se transformer en quelqu'un de dur. Par exemple, je veux plus de contact. Ça va à l'extrême, mais c'est pour se protéger, non? Mais exactement. Vous savez, quand on dit que la haine c'est proche de l'amour, pour cette raison-là, quand on a beaucoup aimé, curieusement, quand on se sépare, c'est un mécanisme parfois de protection que d'être dans des relations qui vont être des relations conflictuelles, parce que pour certaines personnes, ça va les aider à passer le cap. Tu vois ce que je veux dire? En disant, si je me montre dur et que je l'aime vraiment plus, ça sera plus facile pour moi de passer par derrière. Alors que c'est un écran de fumée. En général, exactement. Moi j'en ai vu des amis, amis filles, même garçons, qui justement sont dans cette optique et ça tombe, allez, 3-4 mois après, bam. Ils se rendent compte le deuil a été mal fait en fait, c'est ça, ni plus ni moins. C'est un deuil mal fait. En tout cas, je pense que on ne nous a jamais appris
à nous séparer. Ouais, ça, je suis d'accord. Et ça, c'est une vraie problématique parce que quand il y a séparation, il y a obligatoirement souffrance, douleur, au moins pour un des parties. Et que si cette souffrance et cette douleur, elle n'est pas prise en compte, à ce moment-là, la personne peut considérer que l'autre est un pervers, narcissique, manipulateur. Parce que tu n'as pas pris en compte ni mes besoins, ni ma souffrance, ni ma douleur. Ok. Comment tu définirais pervers narcissique, si tu veux donner une définition simple? Mais un pervers, c'est simple. C'est quelqu'un qui organise toute sa vie autour de lui et qui va s'assurer de te manipuler et de te faire des choses ou te faire dire des choses pour lui permettre d'assumer ses propres besoins. C'est-à-dire que tout ce qu'il va te demander de faire ou d'être n'est là que pour servir ses propres intérêts. Voilà. Et tout est bon pour attends, ça. Ça peut être, on est bien d'accord, ça peut être aussi bien la femme que l'homme. C'est pas une majorité d'hommes. Mais non. C'est un profil psychologique qui d'abord prend souvent sa racine dans l'enfance à travers aussi des traumas. Donc soyons clairs que c'est quelque chose qui peut arriver aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Donc ce serait plutôt involontaire qui est intéressant, c'est que un pervers narcissique masculin ou féminin, ce n'est pas forcément volontaire de sa part. Sans rentrer dans la pathologie, mais on va dire qu'il fait ça malgré lui, quoi. Alors, je vais mettre un bémol. J'espère que pour la plupart, ce que tu dis est vrai. Maintenant, il y en a qui se nourrissent consciemment de la douleur de l'autre, parce que quand l'autre a mal, ça les soulage de leur propre douleur. Donc, tu as des vrais pervers narcissiques. Tu as des pervers narcissiques qui se complaisent dans le fait que tu aies mal. Tu sais, regarde un truc. Je vais te donner 2 exemples. Parfois, tu as des ralentissements sur l'autoroute pour te rendre compte qu'il se passe rien sur ta route, le côté de ta route, mais qu'il y a eu un accident à côté et que tout le monde a ralenti. D'accord ? Pourquoi à la télévision, on ne fait dans le journal de 20h, 90% de l'information, elle est négative. Pourquoi ? Parce que quand je vois le malheur de l'autre, et que le malheur de l'autre, il est plus important que le mien, ça met en relief ma propre douleur, et du coup, j'ai moins mal. Donc, le pervers, il va utiliser la douleur de l'autre pour apaiser la sienne, en fait. Donc, il peut être dans une démarche complètement consciente, et c'est là où c'est dangereux, et c'est là où on a tout intérêt à ce moment-là de couper immédiatement la relation avec le pervers. Parce que quand on est un gentil ou une gentille et qu'on a en face de nous un pervers, vous ne gagnerez pas. C'est ta conclusion? Non, mais vous gagnerez pas parce que vous êtes pas équipé, vous êtes gentil et vous n'avez pas la structure psychologique pour pouvoir faire face à ce genre de personnes. Donc la plupart du temps, et ça peut arriver que les personnes parfois s'inscrivent en sauveur en disant non mais je vais l'aider, il est pas bien. Non, il va te détruire en fait. Parce que pour lui c'est un sport national, pour toi on a affaire à un professionnel, un sportif de haut niveau, et toi t'es un débutant. Et t'es un débutant dans la vie. C'est inné en lui limite. Hein. Bien sûr. Donc t'as pas. Ça va être très compliqué pour toi de faire face à ça, quoi. Tu vois, donc la meilleure des choses que tu as à faire, c'est t'en protéger. Tu conseilles alors là, voilà. Mais une femme qui a affaire, ou un homme, hein, encore une fois, c'est pas que, voilà. Tu conseilles quoi? Tu conseilles de partir, de mettre des barrières, de discuter, Bon, dans un premier temps, fixer des limites claires, le plus possible, et regarder si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas. En général, moi, dans mon cercle, quand ces personnes essaient de mettre des limites, elles sont souvent pas entendues. Bah, c'est pour ça que je te dis si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, la première des choses que tu devras faire, c'est apprendre à te protéger. Et se protéger, c'est ou bien ne limiter les contacts, ou bien ne plus être en contact avec cette personne. Et je sais que parfois c'est compliqué, c'est difficile. Quand cette personne c'est ton boss ou des choses comme ça, mais... Ah, parce que c'est pas, attention, parce que ce n'est pas que uniquement dans la relation amoureuse. Non. On est d'accord que ça peut aussi arriver au travail, Bien sûr. J'ai même entendu, tu me dis si je me trompe, ça peut même arriver avec ses propres parents. Évidemment. À partir du moment où il y a une relation qui est une relation qui peut être parfois une relation d'autorité, il peut y avoir de la perversion quelque part. Hein. Maintenant, je te propose, t'as le choix.
soit on fait une série de questions rapides, où tu n'as le droit de répondre que par oui, par oui ou par non. Ok. Ou je te pose une question de dilemme. Ouais, je m'en fous. Choisis, c'est toi le maître. Je vais faire la question de dilemme. Tu surprends le mari d'une très bonne amie à toi en train d'avoir une relation extra-conjugale. Tu préviens cet ami ou tu fermes les yeux? Je préviens pas. Je préviens pas. Je dis rien parce que d'abord, c'est pas mon histoire. Ensuite, parce que je C'est suis une très pas... bonne amie à toi, hein. C'est une très très bonne amie. Hein. Ok, alors, non. Je dirais rien à mon ami, mais par contre, j'irai le confronter lui, en lui disant que je l'ai vu, et que j'aurai une conversation avec lui, ça c'est certain. Mais, tu sais, il y a un triangle qui s'appelle le triangle de Karpman, sauveur, victime, persécuteur. Tu sais que si tu mets le pied là-dedans, c'est mort. C'est mort, définitively, tu vois. Donc, la première des personnes, et moi, j'essaie de pas avoir de jugement à l'emporte-pièce, et tout ce qui va être délation, ça me dégoûte, en fait. Les gens qui sont dans ce domaine... Oui, qui vont juger sans avoir les tenants et les aboutissants. Mais c'est ça. Si extra-conjugal, on est bien d'accord que on n'a pas le droit, c'est interdit, c'est pas bien. Mais encore une fois, on sait pas ce qui se passe derrière. Mais on n'en sait rien. Mais on n'en sait rien du tout. Donc, et je te dis, moi, la délation, c'est quelque chose les gens qui font ça, ça me dégoûte. Voilà. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait de la délation réussir dans la vie. Jamais. Jamais. C'est alors le point commun de toutes les personnes qui font de la délation, c'est, j'en ai jamais vu un réussir. Alors, ne serait-ce que pour ça, je le fais pas. Donc là, non, je balance pas, non. Par contre, lui, je vais le voir, je vais le confronter, et je vais lui demander des explications, d'être clair. Je vais essayer de tout faire pour l'amener à la raison. Tu vois? Donc, voilà ce que je ferai. Et d'ailleurs, c'est arrivé une fois dans ma vie, c'est ce que j'ai fait. Donc tu as vécu cette situation, quoi. Oui. On va passer aux questions rapides. Voilà, comme j'ai vu, ils faisaient ça un petit peu dans les interviews, etc. Alors tu peux répondre que par oui ou par non. Il n'y a pas de justification. Hein. Ok. Est-ce que tu as déjà coaché quelqu'un en pensant que c'était peine perdue? Oui. Tu ressens encore du trac avant certaines interventions, avant de monter sur scène? Non. De l'excitation, mais pas du trac. Tu crois qu'on peut être un excellent coach sans jamais avoir été vraiment frappé par la vie? Non. D'avoir une expérience de vie quand même, tu vois, et moi je pense qu'on apprend tellement de nos échecs, de nos erreurs, que quelqu'un qui a une vie qui est trop lisse, elle peut difficilement appréhender la compréhension de l'autre. Ouais, c'est compliqué. Tu penses que ton métier a changé la manière dont tu gères tes relations personnelles? Bien sûr. Tu t'es déjà senti déconnecté de ce que tu enseignes? Oui. Tu crois que ton image publique t'empêche parfois d'être totalement authentique? Non. Ah, pas du tout. Tu restes authentique? Non, mais je m'en fous. Ouais, vraiment. Tu m'aimes pas. Tant pis pour toi, c'est toi qui perds. Hein. Ouais. Tu as déjà été tenté de dire à un client ce qu'il voulait entendre? Oui. Oui, tenté, oui. Bien sûr, j'étais tenté. Tu crois que tu es encore en train d'évoluer, même aujourd'hui? Ah oui, même beaucoup plus aujourd'hui, même encore. Surtout aujourd'hui. Ok. Bon voilà, les questions rapides, c'était pour mettre un peu de... Un peu de peps. Voilà, c'est ça. Donner un peu de mouvement. Question un peu plus profonde maintenant. Tu préfères être admiré ou compris? Compris. Allez, explique. Bah, en fait, compris en ce sens, admirer renvoie juste à une question d'ego, d'orgueil, voilà. Être compris, ça veut dire que je veux impacter par ma vision du monde. Donc, parfois, tu vois, par exemple, j'ai des clients qui m'ont certainement détesté à travers le coaching que j'ai fait avec eux, mais ça a été profondément salutaire et ils ont compris ma démarche. Tu vois parce que je les ai confrontés fort. Donc je préfère être compris plutôt qu'être admiré. Je m'en fous d'être admiré, mais je m'en tape complet en fait. Voilà.
Je suis pas du tout là. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'est quelque chose qui m'aurait... Quand on est plus jeune, en général, oui. Stimulé. Mais maintenant, écoute-moi bien, que tu m'admires ou que tu ne m'admires pas, ça change rien pour moi du tout. Mais par contre, que j'arrive à être compris et que cette compréhension permette à l'autre de se libérer et de passer à un niveau supérieur, ça, je trouve ça super chouette. Voilà. Depuis ces dernières années, est-ce que tu as remarqué un changement chez les gens? J'aime bien parler de pattern, ou un pattern qui s'installe depuis certains temps. Alors moi, personnellement, je donne mon avis même s'il compte pas. J'ai l'impression que depuis le Covid, il y a quelque chose qui a changé quand même. Certainement. En tout cas, il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui ont changé. La première, qui me semble la plus importante, c'est le niveau d'anxiété. Le monde, il est devenu hyper anxiogène. Ah, plus. Donc, c'est une autre question que j'avais. Justement, selon toi, le problème des gens en général, c'est quoi? La dépression, l'anxiété, le manque de confiance? Bah, je pense déjà l'anxiété totale. Voilà. Donc alors, on est bien d'accord que post-Covid, donc après Covid, l'anxiété a augmenté pour toi. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que avec les sociétés dans lesquelles je travaille aujourd'hui, le travail qui m'est demandé, c'est parfois d'éteindre des feux par rapport à de l'anxiété, des peurs, des craintes. Chez les employés? Bien sûr. Donc après, une répercussion sur le stress. Mais par exemple, dans les années 2010, 2008-2010, notre travail tournait beaucoup autour de la notion de motivation. On était des motivate speakers. Maintenant, on est là pour soulager le monde. Ah oui, donc il y a carrément un switch dans le milieu du coaching. Mais bien sûr. En tout cas, moi, je l'ai observé, ne serait-ce que dans les demandes professionnelles. Puis après, dans les demandes personnelles, j'ai formé 4000 coachs quand même. Donc, j'ai quand même pas mal de retours sur ce qui est pratiqué, sur ce qui est fait. Et aujourd'hui, les demandes sont beaucoup des demandes qui sont liées à la gestion émotionnelle, en tout cas, beaucoup plus qu'avant. Tu pourrais mettre un mot sur la raison de pourquoi les gens sont devenus plus anxieux? Alors, moi, j'ai ma petite idée, moi, je mets entre parenthèses les réseaux sociaux, le smartphone. Et je pense une déconnecte totalement de l'humain. Alors, il y a une évidence qui montre que le fait d'être connecté aux réseaux sociaux nous a déconnectés de nous-mêmes. Et ça pose un vrai problème. Par exemple, rien que l'année dernière, je suis intervenu sur 3 plateaux de télé différents, 3, pour parler de la surcharge mentale. Je sais pas. Ça veut dire que c'est devenu un tel problème, là, cette surcharge mentale, que ça pose des vraies difficultés. Tu sais, la dernière fois, j'étais en vacances et j'étais parti avec des amis, avec leurs enfants, et je suis allé au sport. Et Noam, le fils de mon copain, me dit, tu sais, David, il y a un truc que j'ai observé, il faut que je le fasse. Il me dit, tu as fait le double d'exercice de nous, en 1 heure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé une seule fois en 1 heure ton téléphone. Effectivement, moi, je mets ma musique, je pose mon téléphone le plus loin possible, j'ai mes oreillettes, et j'envoie la cam. Tu vois, je me pose pas de questions, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas d'interaction avec les gens, mais je suis dans ma bulle, je bosse, je suis là pour me donner, je me donne et après c'est terminé. Après je peux passer à autre chose, voilà. C'est-à-dire que et ça là, les jeunes, ils te font une série, ils te regardent un Instagram entre deux ou un TikTok, et en termes d'efficacité, c'est mort. C'est le gros problème d'aujourd'hui. Enfin, je le vois autour de moi. Les gens n'ont plus aucune attention. Au bout de 2 minutes, ils perdent le fil de la conversation ou faut vite passer à autre chose, faut vite faire autre chose. Les gens ont un vrai problème d'attention. Mais je le vois autour de moi. Tu sais, regarde, rien que ce matin, j'ai rendez-vous avec un petit champion et son entraîneur, un petit champion de natation ici en Israël. Et il me demande de le coacher. Ok. Pendant qu'on était en interaction, je le voyais, il était stressé parce qu'il n'avait pas pris son téléphone en main. Et je l'ai confronté direct. J'ai dit voilà, regarde, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un truc exceptionnel. C'est que ton téléphone, tu vas le ranger dans ton cabas là, et tu vas m'écouter en fait. Parce que juste en ayant ton téléphone sur ta table, tu viens de réduire ton attention de 40%. Voilà. Donc, et là, je te parle d'un jeune qui a 17 ans, qui est une montagne de muscles et
d'efficience. Mais c'est un vrai problème d'aujourd'hui. Combien de fois je vois des couples, moi par exemple avec mon épouse, quand on est au restaurant, on s'interdit d'avoir le téléphone. Le peu de fois où j'y vais, chaque fois quand je vais autour de moi, mais pourquoi vous allez au restaurant? Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc ça, là, t'as une vraie raison de ça. Et puis, tu sais, quand j'étais petit, moi, mes parents me racontaient ces histoires de guerre. Et je me disais, bon, heureusement, le monde, il a changé, tu vois, on vivra plus jamais ça. Bah, c'est pas vrai. Moi, je vis dans un pays qui est en guerre. On a eu des alertes à la roquette, des centaines de fois. Après, il y a un virus qui a failli mettre le monde par terre. Et qu'on nous a dit que... Enfin, et là, c'est normal que tu te sens insécure quand tu sais que un simple virus, malgré toute la technologie qu'on a bloqué le monde, et que voilà, on a des personnes qui font joujou avec leur pouvoir, et soyez contents que la Russie soit pas rentrée en guerre avec l'Europe déjà depuis longtemps. Je sais pas comment ça va évoluer d'ailleurs à ce niveau-là, mais au 9 mai 2025, on sait pas plus, mais c'est vrai que il y a un climat de tension, et même des amis alors je vais faire une autre parenthèse, qui gagnent très bien leur vie, commencent à se poser des questions parce qu'ils voient leur pouvoir d'achat diminuer. Ils voient une espèce de tension qui règne. L'immobilier en France, dans les autres pays, je peux pas parler, mais en France, c'est catastrophique. Et l'immobilier, c'est l'investissement numéro 1 préféré des Français. Donc, il y a une anxiété, moi, chez mes amis, que je ne voyais pas avant, qui est réelle. Évidemment. Et tu sais, c'est intéressant parce que moi, je vais souvent en Russie. Les Russes sont très tristes de la réaction des Français vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils se disent, je suis désolé, mais l'histoire entre la France et la Russie est une longue histoire. Les Russes ont toujours, dans l'histoire de France, les Russes ont toujours été là pour nous défendre. Toujours. Et là, on est en conflit, on a le monde contre nous, et vous ne nous comprenez pas, et vous essayez. C'est vrai ils ont fait de la Russie le grand méchant loup. Alors, j'ai pas plus de respect pour ça que pour Vladimir Poutine, mais les positions qu'il a eues dès le départ vis-à-vis de la guerre sont des positions que n'importe quel chef d'État aurait dû avoir. Mais quand tu dis ça, tu dis non, mais tu fais la propagande pro-russe. Mais non, pas du tout. La différence entre la plupart des gens et moi, c'est que moi, je vais souvent en Russie et je en vais Ukraine aussi. Régulièrement en Ukraine, exactement. Et j'y étais encore en décembre dernier. Et là, 2 salles, 2 ambiances, quoi. Tu vois. Mais il faut comprendre que les Ukrainiens rêvent qu'on arrête la guerre. Ils supplient qu'on arrête la guerre. Il y a que les Européens qui veulent la continuer. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une amie ukrainienne qui dit qu'elle en peut plus. Mais personne n'en peut plus. Mais ils en sont à créer une loi pour que les personnes fassent plus d'enfants et les exonérer d'impôts, parce que il y a tellement de jeunes qui sont morts à la guerre qu'ils ne savent pas comment ils vont reconstruire le pays. C'est-à-dire qu'il faut se remettre à l'évidence. Alors nos politiques européens, ils peuvent avoir envie de faire jouer avec la guerre, mais ils jouent avec les gens en fait, en vrai. Et que juste pour information, ça je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup des personnes qui nous regardent le savent, mais moins de 2 semaines après la déclaration officielle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Zelensky et Poutine avaient un rendez-vous d'organiser pour ratifier un accord de paix. Et se mettre d'accord sur les territoires du Donbass. L'OTAN a dit non, et ils ont envoyé le Premier ministre anglais en Ukraine en disant « Tu fais la guerre, on est avec toi, on te soutient ». C'est là que d'ailleurs, c'est là où c'est parti en cacahuète un petit peu, et qu'ils ont commencé à envoyer des armes des États-Unis. Ça a été très vite en réalité. Non, mais c'est des fous. À un moment donné, et puis on sent bien que nos présidents n'ont jamais tenu une arme de leur vie et se retrouver en situation de guerre. Parce que si c'était le cas, je peux te garantir que tu ferais tout pour vouloir faire la paix. Avant, on avait des généraux à la tête du pays. Maintenant, c'est fini ça. On a des énarques ou des. Mais bon, après. Non, écoute, tu sais, moi, je suis en train de préparer je pense que ce sera une très bonne vidéo sur le pouvoir et pourquoi nos dirigeants sont assoiffés de pouvoir, et que quand tu es assoiffé de pouvoir, tu peux pas être intelligent. Tu ne peux pas prendre de décisions intelligentes quand tu es assoiffé de pouvoir.
Et le problème des dirigeants, c'est qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Ouais, parce qu'ils ont déjà l'argent et au final, parce que la seule chose qu'ils peuvent gagner en plus, bah c'est du pouvoir. C'est une question, c'est une question d'ego pour moi. Non, bien sûr, mais c'est parfois même pour certains une question de survie en fait et d'existence. Ah, tu penses que ça, c'est quelque chose de plus profond chez... Oui, oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bon, prochaine question. En rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que penses-tu des relations amoureuses de nos jours et de l'explosion du nombre de divorces et de la diminution naturelle du nombre de mariages? D'abord, il y a deux choses par rapport à ça. Quelque chose, on est sur une interview vérité. On est sur une interview vérité. Ok, moi je vais vous dire que on est en train de couper les couilles de tous les hommes de cette planète en fait. Voilà. Bah, je vais préciser. C'est-à-dire que je vois dans les relations amoureuses de mes enfants, ok, leur difficulté à trouver des bonnes personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tout fait pour que l'homme perde son hégémonie d'homme, je le pense. C'est-à-dire qu'on a une société qui sous des couverts de détruire le patriarcat, est en train de détruire l'homme dans sa masculinité. Ce que j'allais dire, le mot masculinité. Et du coup, on a des hommes qui s'engagent plus. On a des hommes qui se disent ah non mais finalement elles veulent tout assumer ou ils veulent tous assumer et en fait il est en train de se passer exactement le contraire, c'est-à-dire que là maintenant il y a des femmes qui se disent ah non mais les mecs d'aujourd'hui ils s'engagent plus, ils ont plus les mêmes valeurs qu'hier. C'est ça le problème, c'est que à la base ce qu'on entendait chez les femmes, c'était il est trop comme ci, il est trop comme ça, c'est pas bien, faut pas qu'il fasse ci, faut pas qu'il fasse. Et quand il fait plus, et ben ça plaît plus non plus. Et une fois encore, moi je comprends la notion d'égalité, mais je la soutiens. Je trouve ça hyper important qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, notamment sur des mais venez, on laisse les choses à leur place aussi. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et que si on intègre ces considérations-là et qu'on laisse à l'homme sa place d'homme, ok, et qu'on laisse à la femme sa place de femme, qui ont été fondamentalement bien faits dès le départ dans notre biologie et dans notre création, ok, eh bien tout ira pour le mieux en fait. Et que ce que je vois là, c'est une espèce de mutation de notre société où les femmes veulent impérativement devenir des hommes, ok, parce que alors que moi par exemple dans les entreprises avec lesquelles je bosse, j'ai vu des femmes accéder au pouvoir mais avec des mentalités d'hommes, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est l'erreur fondamentale, elle est là, parce que le bénéfice que tu sois une femme, c'est d'apporter une vision différente, une vision inclusive, une vision avec des valeurs qui sont différentes. Mais si parfois elles sont pires que les hommes, alors on peut le comprendre. Ça a été très dur pour elles d'accéder à ce niveau-là, et tu peux pas le faire sans jouer des coudes. D'ailleurs, j'ai une copine qui me disait, tu sais, les ovaires c'est comme l'oxygène, plus tu montes en altitude, moins il y en a. Et elle avait fondamentalement raison. Maintenant, les choses évoluent dans ce sens, et dans le sens de l'égalité. Mais on est allé au-delà de l'égalité. C'est-à-dire que là, on a un rapport de pouvoir qui est complètement inversé. Ok, et je trouve que les choses ne sont plus à leur place en fait, tout simplement. Voilà. Et ça me dérange profondément parce que je vois des gens qui souffrent et voilà. C'est-à-dire que les relations évoluent dans ce sens. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les nouvelles relations, ça concerne aussi et surtout les relations déjà présentes. C'est-à-dire que le nombre de divorces qui augmente, c'est pas pour rien. Non mais Baptiste, il y a aussi une chose sur laquelle il faut être très très clair. C'est que les gens, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas encore intégré que construire un couple, ça demande de l'énergie, du temps, de la patience et un désir farouche des deux parties d'avancer ensemble et de construire quelque chose. Aujourd'hui, c'est tellement facile de divorcer, tu divorces plus facilement que tu te maries. Et en fait, on a des mariages Kleenex, c'est-à-dire que les personnes se marient parce que c'est sympa, c'est beau, tiens, on est sous l'euphorie de l'émotion,
Mais tu sais, moi, mon père, alors, c'était à l'ancienne peut-être, mais mon père, je dis, papa, t'as jamais eu envie de divorcer? Il me dit, si, mon fils. Je te dis la vérité, oui. Mais comme on se l'interdisait, on avait donc l'obligation de faire un travail sur nous et de voir un petit peu ce qu'on pouvait améliorer pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'ils n'envisageaient pas cette notion de divorce, donc chacun des parties faisait un travail pour que le couple évolue. Ouais, alors moi je dirais même que je sais pas si on peut parler de sacrifice à proprement parler, mais je pense que tu dois donner une partie de toi-même si tu veux que ton mariage fonctionne. J'ai un ami qui s'appelle Yahya Benchetri qui dit ça très bien. Il dit de toute façon, si vous voulez construire un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. À partir de ce moment-là, tu comprends ça, t'as tout compris. C'est-à-dire que pourquoi les divorces? Parce que d'abord, il n'y a plus trop de sens dans le mariage. Il y a des personnes qui se marient mais qui sont pas mariées. T'as des personnes qui se marient mais qui continuent d'aller en boîte, seules, en célibataire, entre copains, entre copines, c'est trop super. Mais non, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Et éventuellement, si tu dois aller en boîte, vas-y avec ton mari. Ok, ou vas-y avec ta femme, mais t'as rien à foutre là si t'es marié, frérot. J'ai à un moment donné, c'est-à-dire que tu veux le beurre et l'argent du beurre, mais à un moment donné, il faut savoir que t'as pris une décision qui s'appelle le mariage. Ça veut dire aussi un engagement et un respect de certaines normes de fonctionnement. Donc, si t'es pas prêt à accepter ça, ça veut dire que t'es pas marié. Si t'es pas marié, tu peux pas t'attendre à ce que ton mariage soit un mariage de qualité. Ensuite, bon, on va grandir ensemble. Les 2 parties vont grandir ensemble. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va falloir que vous travailler sur votre couple. C'est quoi grandir? C'est quoi apprendre? Je vais apprendre des défauts de l'autre. Je vais apprendre à l'aimer malgré tout. Et je vais le soutenir. Voilà. Aujourd'hui, la notion d'effort, elle a tellement disparu dans notre société qu'elle disparaît aussi dans le couple. Donc ça veut dire que les personnes font plus rien pour le sauver ou pour le faire grandir. Quand ils sont en couple, parce qu'aujourd'hui, de ce que je vois de mon point de vue et des amis, alors, je vais parler de la tranche 20-30 ans. Peut-être même après, je sais pas. Mais 20-30 ans, moi, j'ai beaucoup d'amis femmes qui me disent que les hommes aujourd'hui, enfin, les hommes, ne veulent plus de relations. Ils veulent uniquement consommer, mais ne pas se poser et d'avoir, entre guillemets, un cadre. A priori, on est sur une nouvelle ère où les gens, ne veulent plus se mettre en couple. Mais on est dans une société de consommation, d'hyperconsommation. Vous pensiez quoi? Qu'à un moment donné, le couple, il allait pas pâtir de cette dimension-là? Ouais, c'est logique pour toi. Oui, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que, tu sais, on a désacralisé pas mal de choses. Le mariage, on l'a désacralisé. La relation de couple, on l'a désacralisé. On a désacralisé la femme, on a désacralisé l'homme. Donc, il y a un moment donné, si tu désacralises tout, mais il n'y a plus de dimension du sacré dans la relation. Quand tu perds la dimension du sacré, t'es obligatoirement, t'entends là ce que je te dis, obligatoirement dans une dimension consommatrice. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'apporte plus la vraie valeur aux choses. On n'accorde plus la vraie valeur aux choses. Et puis aujourd'hui, tout est commercialisé. Regarde la pornographie. Regarde en quelques clics à quoi t'as accès aujourd'hui, quoi. Il y a aucun garde-fou. Même si les sites pornographiques disent qu'il y en a aucun. On a des enfants qui ont 8, 10 ans, qui voient des choses à laquelle nous, nos générations, on n'avait jamais vu ça, en quelques clics. Et ils voient une sexualité qui est hyper consommatrice, ils voient une société dans laquelle la femme est un objet, l'homme aussi parfois, la sexualité, elle est elle va dans toutes les directions, elle n'est pas obligatoirement normée ou autonormée. Donc, on a des enfants qui grandissent avec cette dimension-là, quoi. Donc, c'est une problématique. C'est une vraie problématique, vraiment. On sait que, alors, beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait rire, c'est mes amis qui sont en couple depuis 5, 6, 7 ans. Je les préviens, je dis, faites attention, si vous vous séparez, vous n'êtes pas prêts à voir ce qui se passe. Et vous allez être choqués. Et beaucoup sont dans le déni. Et là, récemment, j'ai un ami qui s'est séparé, mais il dit, mais c'est quoi ce travail? C'est vrai que en 5 ans, les relations amoureuses ont complètement changé, évolué. Pas dans le bon sens pour moi. Ah non, pas du tout dans le bon sens. Le monde, il est mal parce qu'en fait, aujourd'hui, dès que ça va pas, dès qu'il y a un couac dans le couple, on divorce.
Non, les gars, vous dites que ça va pas, faites un travail sur vous, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le travail qu'ils font pas dans le couple, ils auront à le faire après, quand ils seront célibataires. Quoi qu'il arrive. S'ils le font. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont pas faire ce travail et qui va faire, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts parce qu'ils travaillent pas sur eux-mêmes. Mais ils seront alone. Ils seront alone. Ils seront seuls. Et ils seront seuls et ils traînent avec eux des bagages qu'ils ont pas entre guillemets, ils ont pas fait leur deuil correctement. Ils ont des espèces de séquelles ou je ne sais quoi. Et les prochaines relations, ils font aussi des massacres. Oui, bien sûr. Qui sont pas soignés. Dernière question. On aura fait presque 1h30 d'interview comme ça. Comment, pour toi, le métier de coach va évoluer? Donc là, on vient de parler du monde qui a évolué. Pour toi, comment il va évoluer? Il va y avoir de plus en plus de demandes. Les demandes vont être différentes? Non. Alors, déjà, les demandes des besoins de coach professionnel se développent chaque année. On parle d'un chiffre à 2 points, aux alentours de 22%. C'est-à-dire qu'il y a chaque année 22% de plus de personnes qui veulent consommer du coaching, en entreprise ou ailleurs. Donc, on est sur une pente vraiment ascendante. Mais il y a autre chose sur laquelle il faut intégrer, c'est que le métier de coach va devenir de plus en plus professionnel, de plus en plus pointu et scientifique. Ça, pour moi, c'est une évidence. J'ai été le premier à intégrer la dimension neuroscientifique au coaching, dans le coaching. Certains ont essayé de suivre, plus ou moins bien d'ailleurs, parfois même bien, mais on peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la science, elle a tellement avancé dans ce domaine que on a des outils et des techniques qui sont fabuleux, qui accélèrent les processus de réussite et d'engagement, qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Mais par contre, il faut aller chercher cette matière scientifique, il faut savoir l'intégrer, la transmettre, la réguler et la suivre. Et ça va être le métier d'engagement des organismes de formation comme nous. Et puis, dernière chose, les coachs, il faut les accompagner dans le développement de leur business maintenant. C'est-à-dire que former un coach, c'est plus suffisant. Nous, aujourd'hui, on a une offre où même derrière, on se charge même carrément de leur marketing. C'est-à-dire que on va vous expliquer, on va vous créer votre site internet, vos tunnels de vente, on va vous expliquer quoi faire pendant les réseaux sociaux et on vous accompagne même jusqu'à 3 ans. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde il a changé, les réseaux sociaux, t'as vu comme ça a changé. Il me semble que tu as changé ta formation. Je me permets de te couper. Tu as changé ta formation il y a pas longtemps. Tu l'as mis à jour, c'est ça? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a justement cette double casquette où 1, on vous forme en tant que coach professionnel et 2, on vous accompagne. Maintenant, c'est pas simplement on vous enseigne comment le faire. On vous prend par la main et il y a plein de choses qu'on fait pour vous. C'est-à-dire que moi, j'ai mis par exemple à disposition toutes les personnes qui s'occupent de mes réseaux sociaux et j'ai plutôt un bon succès dans ce domaine parce que j'ai des vrais professionnels qui m'entourent et on a regardé comment faire pour mettre en place des process qui permettent à nos clients aujourd'hui de pouvoir gagner leur vie grâce aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on peut plus faire l'impasse de ça, quoi. Voilà. Donc, le niveau de professionnalisation va encore passer à un niveau supérieur et je ferai partie de la locomotive, ça c'est une certitude. Bah écoute David, moi j'ai plus de questions. Bah, merci. C'était une super interview. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là, mais c'était super. Ah, C'était super.